Comment ils vont? J'ai un peu peur, pour plein de raisons. Ferrari, Lewis, les rookies, Piastri, le sprint, McLaren, il y a de la pression de partout et on pourrait avoir des réponses à beaucoup de nos questions. On va voir ça dans cette vidéo. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Chine, Ferrari, Piastri et les rookies sont sous pression. On nous parle d'une nouvelle course dans un endroit improbable ou presque. La FIA n'est pas contente, le sprint est de retour. Avant ce deuxième GP de la saison, on a pas mal de choses à se raconter. J'oublie pas les rumeurs qui envoient Max chez Marco, les gars. Évidemment qu'on va évoquer ça. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de la suite de cette saison, abonne-toi, laisse-moi un grand pouce levé et profite de la vidéo. D'ailleurs, j'en profite encore une fois pour remercier toutes celles et ceux qui sont abonnés. Ça fait chaud au cœur, merci beaucoup. Vous êtes prêts pour un petit week-end sprint, les gars? Yes! Allez, soyons fous. Mais est-ce que vous connaissez bien le format? Je suis pas 100% sûr. Let's go, petite picouse de rappel. Le sprint, c'est une petite course de 100 km qui dure à peu près 30 minutes. Pas d'arrêt obligatoire, les équipes peuvent en faire, mais elles n'y ont pas grand intérêt, disons. Il y a 6 sprints dans l'année, les circuits étant choisis par rapport à leur potentiel de spectacle. Faut que ça dépasse, quoi. En ce qui concerne le format, sur les week-end sprint, on va avoir une seule séance d'essai le vendredi qui sera suivie des qualifications de la course sprint, puis du sprint. Cette qualif, elle est structurée en 3 segments qu'on appelle SQ1, SQ2 et SQ3, qui durent respectivement 12, 10 et 8 minutes. A noter que les pneus médiums sont obligatoires en SQ1 et SQ2, et que c'est les softs qui doivent être utilisés en SQ3. La pole, c'est juste une pole comme ça, et la victoire pareil. Ça rentre pas dans les livres de stats. Par contre, ça peut clairement jouer sur un championnat. Les 8 premiers scores sur une course sprint, le vainqueur prend 8 points et on descend jusqu'au 8e. Avec 6 sprints, ça fait quand même 48 points à distribuer sur la saison, c'est considérable sur un championnat. Du coup, sur ce format, on fait d'abord la partie sprint, puis la partie Grand Prix, avec 2 régimes de parts fermées différents, ce qui veut dire que les équipes peuvent toucher au réglage entre les deux. Voilà, vous savez tout. En tout cas, ce week-end, dès samedi, ça compte. On a un combat sur les bras, messieurs dames, voire même 2. Et ça fait plaisir. Max contre les McLaren l'une contre l'autre. Max qui surpasse toujours ce que sa voiture lui permet de faire, on n'est pas surpris. Oscar qui se rapproche de Lando en perf globale. Lando qui roule comme un champion. Bon, ben on a un vrai prospect pour ce Grand Prix de Chine, les gars. Parce que si chez McLaren on est devant assez largement a priori, on n'a pas l'intention d'empêcher les pilotes de se battre. Et ça, c'est cool. Oscar Piastri ce week-end, il va avoir les dents qui rayent le parquet pour battre son coéquipier. Là, il fait une erreur à Melbourne, mais il était en mission pour aller le chercher. Et c'est ça que je retiens. C'est aussi là qu'on va avoir les premières réponses. S'il peut avoir beaucoup de perfs de manière constante sur la saison, on est peut-être à l'aube d'un banger, les gars. Enfin, évidemment, s'ils ont toujours leur avantage. Mais bon, je vois pas pourquoi ça changerait. Parce qu'en Chine, McLaren va probablement être toujours bien du fait de la magie qu'elle a l'air de faire avec les pneus. À Shanghai, il y a toujours du graining en vrai, même si l'an dernier on l'a pas trop vu. Donc il y a moyen que ça se tape vraiment devant entre les deux. Et ça me régale. J'ai hâte de voir à quel point McLaren est capable de gérer ces deux pilotes et de construire sur l'émulation qu'elle crée entre eux. Je l'ai dit, c'est leur grand point d'amélioration par rapport à l'an dernier. Et je parlais de Red Bull tout à l'heure, mais si on se fie à ce qu'on a vu quand c'était sec, en vrai c'est une bataille à deux. En dégradation, la Red Bull elle était loin. Mais bon, j'espère que Max arrivera quand même à compenser. D'ailleurs, McLaren a tout intérêt à capitaliser là-dessus maintenant, parce que ça pourrait ne pas durer. D'ailleurs, parce que Red Bull pourrait bénéficier de ce que je vous explique dans la partie suivante en ce qui concerne les ailerons arrière. C'est quelque chose qui les mettait en rogne depuis qu'ils n'étaient plus devant l'an dernier parce qu'ils avaient été dépassés dans ce secteur. On en parle juste après. Et ensuite, parce qu'ils ont un plan. Ils l'ont dit cette semaine, le plan de développement est en cours pour rattraper ce retard avec des évolutions qui arrivent rapidement. L'objectif, c'est de réduire l'usure de pneus dont ils souffrent et revenir sur McLaren. Et les gars, vu l'impact des 17 nouvelles pièces qu'ils ont apportées à Melbourne, je serais vous, je me méfierais. Alors vous allez me dire que l'an dernier, ils sont complètement ratés sur le développement. Vous aurez raison, mais attention à eux quand même sur ce week-end en Chine. C'est pas le genre d'équipe qu'il faut sous-estimer. Bref, la bataille va être intéressante entre Max Verstappen et les McLaren. Vous voyez Piastri dominer Norris ou ça vous paraît impossible? Messieurs, dames, la FIA est contrariée. Parce que les équipes continuent de jouer avec ses nerfs. Et oui, le sujet des ailerons flexibles est toujours sur la table. Je vous en avais parlé dans cette vidéo en ce qui concerne les ailerons avant. Pour rappel, on changera la tolérance des tests de flexibilité à partir de Barcelone. Le truc, c'est que là, on a un problème avec les ailerons arrière. Parce que les équipes devaient radicalement faire évoluer leurs ailerons vers plus de rigidité, et que d'après ce qu'on a vu à Melbourne, c'est pas forcément le cas. En Australie, on a vu des on-board assez significatifs d'ailerons qui descendent en ligne droite. Alors moi, je leur jette pas la pierre, c'est leurs histoires. Mais bon, ça pourrait impacter la perf, quoi. S'ils se faisaient prendre et que c'était trop flexible, ça pourrait avoir des conséquences. Écoutez le communiqué de la FIA. Comme ça a été communiqué précédemment entre la saison 2024 et le début de la saison 2025, la FIA a exercé l'autorité qui lui est conférée en vertu de l'article 3.15.1 du règlement technique pour introduire soit de nouveaux tests de déformation, soit des tests plus sévères de déformation pour l'aileron avant, l'aileron arrière et le beam wing. Du coup, l'écart maximum autorisé entre le plan principal de l'aileron et son flap passera de 2 à 0,5 mm lorsque soumis à une charge verticale de 75 kg. Je vous invite à rester attentifs les gars, parce que ça pourrait avoir un impact sur la perte de certaines équipes, McLaren notamment. Une petite actu sympa, tranquille, au calme, c'est qu'on pourrait avoir un Grand Prix en Thaïlande. Quoi?
Quoi? Eh oui, le PDG de la F1 s'est rendu en Thaïlande cette semaine pour discuter de la tenue d'un GP là-bas, tout simplement. Ils veulent une course depuis un moment, et là ça se précise. Le truc c'est qu'on sait pas quand on va le mettre en fait. On a déjà le calendrier le plus chargé de l'histoire, il se dit qu'on pourrait aller jusqu'à 25 courses, mais bon c'est chaud, même si je suis persuadé qu'ils vont le faire à un moment donné. Là tout de suite maintenant, y a pas de place. Après Formula One va peut-être trouver de quoi faire. Et oui on le sait maintenant, la Belgique est ok pour de l'alternance, les Pays-Bas ne seront plus là après 2027. Pourquoi pas, hein. Insupportable de se dire qu'on va mettre un Grand Prix de Thaïlande à la place de Spa, hein. Mais bon, c'est la F1 d'aujourd'hui, c'est comme ça. Vous connaissez mon avis. Et puis c'est pas les seuls à vouloir un Grand Prix aussi, hein. Il y a l'Afrique du Sud, le Rwanda, l'Argentine. La F1 est hypée, tant mieux. En vrai, c'est cool. C'est juste hyper dommage pour les Grands Prix européens. Vous avez capté, c'est eux qui sauteraient. Vous seriez chaud pour un GP en Thaïlande, vous? Petit point rapide sur une actu un peu triste. Eddie Jordan nous a quittés ce jeudi, et je voulais en toucher un mot aussi. Parce que c'était un grand nom du sport automobile qui avait marqué la Formule 1. Mais pour vous expliquer un peu, Jordan c'était une figure iconique du paddock, connu pour son approche, disons, audacieuse du sport. C'était un entrepreneur provocateur et charismatique qui a marqué l'histoire de ce sport. En fait, Jordan Grand Prix c'était des coups de génie à répétition, des prises de risques, une approche unique du recrutement et des partenariats. Il était un personnage spécial et incontournable de la F1, même après la fin de son équipe en 2005. Là tout de suite, j'ai pas le temps de m'attarder trop sur les détails, mais encore une fois on refera une vidéo sur son histoire, et vous comprendrez à quel point il a marqué la F1 de son empreinte. Vous l'avez vu dans le titre, ça reparle de Max chez Merco. En fait, c'est Zak Brown qui a lâché la bombe dans un entretien récent avec un média, quand on lui a demandé s'il avait considéré Max avant de renouveler Piastri. Il a dit, en toute détente, « Oh, je pense qu'il partira à la fin de l'année. Le plus probable est qu'il aille chez Mercedes. » On parle aussi d'Aston Martin avec l'arrivée d'Adrian Newey. Mais bon, aussi génial que soit Adrian, il faut toute une équipe autour de vous. Vous avez besoin d'une culture, ça prend du temps. Ça lâche des bombes, comme ça, au KLM. En fait, c'est marrant parce que Max chez Merco, on en a parlé il y a pile un an. À l'époque, c'était la guerre interne chez Red Bull, Newey annonçait partir, plus rien n'allait, et perso, je pariais déjà sur Mercedes pour lui, même pour 2025. Au final, ils ont pris Antonelli et Max est resté, mais là, il y a de grandes chances pour que ça bouge de son côté. En fait, il y a plusieurs options. Soit Max il quitte la F1, on le sent lassé, fatigué, et en vrai, il y a moyen qu'il en ait un peu marre. Soit il va chez Aston pour rejoindre Newey et prendre un contrat qu'il aura nulle part ailleurs, c'est possible aussi. Soit il va chez Merco, ce sur quoi perso je parie aussi. Comme le dit Brown, Aston c'est un projet en construction depuis longtemps, et Newey ou pas, faut construire. Il y a Honda derrière, ce qui est solide, mais à choisir entre Aston et Merco, en vrai je prends Merco. Faut pas oublier que 2026 c'est une nouvelle réglementation moteur. Alors il y a aussi l'option où il reste chez Red Bull, évidemment, mais j'avoue que je vois beaucoup moins faire ce choix-là, sachant que l'équipe fait face à une immense fuite des cerveaux et qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le châssis et le moteur 2026. Alors vous allez me dire, mais il y a déjà 2 pilotes chez Merco, comment faire pour Toto? C'est vrai, mais pour moi t'as un Max sur le marché, il peut prendre la place de qui il veut. Rappelez-vous de Lewis et Carlos, pour moi c'est pareil. Du coup, si quelqu'un doit sauter chez Merco, logiquement ça serait George Russell. Ça bafouille un peu niveau contrat avec lui, on sent une petite hésitation, tout est possible. Ce qui est sûr par contre, c'est que je ne vois absolument pas Antonelli se faire mettre sur la touche. Pour Max, je sais que ça va faire débat, perso je le vois partir depuis un moment, et il y a moyen que ce soit un feuilleton un peu inattendu qu'on vive cette saison. Ça va être intéressant. Vous pensez que Max il pourrait quitter Red Bull? Chez A, c'est la crise, et ça fait un peu peur pour la suite. En fait, de ce qu'on a vu chez eux à Melbourne, ils sont à des années-lumière du reste du plateau. C'est terrible. Pas de perf le samedi et une maigre consolation le dimanche, celle de terminer la course. C'est un minimum. Chez eux, on a de gros soucis sur les parties à haute vitesse qu'on n'avait pas identifiées en essai, et ce qu'on a essayé de mettre en place pendant le week-end a juste déclenché d'autres problèmes. Ils n'ont pas non plus été aidés par les nombreux crashs de Berman, on en parle dans la partie sur les rookies. Et Esteban, malheureusement, n'a pas pu compenser grand-chose. Là, ils sont vraiment sous pression avant la Chine parce qu'ils doivent comprendre cette voiture rapidement, sous peine de voir la saison leur glisser entre les doigts. En vrai, ça passe vite et le moment où ils vont basculer leurs ressources vers 2026 se rapproche. Je suis un peu inquiet. Ferrari est sous pression avant ce Grand Prix, je pense pas avoir besoin de vous faire un dessin. Une photo suffira en fait. Je sais que vous avez mal, mais il va falloir serrer les dents, les gars. Après, c'est vrai que ça pique pas mal. On finit la saison sur une dynamique où on dispute le titre constructeur et on est l'équipe qui score le plus sur la deuxième partie de saison. Lewis arrive avec toute la hype incroyable qui va avec, et on marque moins de points que Sauber sur la première course de la saison. Oh non, non, non! Je comprends que ça ait du mal à passer. Alors vous allez me dire, mais oui, mais sans ce call stratégique malheureux, on va l'appeler comme ça, je pense que ces mecs-là sont toujours pas revenus, ils auraient pu faire un podium, voire gagner. Ouais, mais sur le sec, ils étaient quand même bien plus lents que McLaren. Et c'est un euphémisme. Bon, plusieurs choses avant que vous vous remettiez à pleurer. D'abord, attention à Melbourne. C'est un circuit spécial, c'est pas là-bas que vous verrez les vraies perfs d'une voiture. Du coup, la surchauffe, le manque de perf, on en saura plus en Chine. Premier point. Ensuite, rien n'a été en vrai. Charles aspine tout seul, les décisions n'ont pas été bonnes, la communication n'en parlons pas. Je vous ai fait le récit des échanges de Lewis avec son ingénieur. Donc je suis pas sûr qu'on puisse se baser sur ce qu'on a vu sur ce premier GP. Ils peuvent s'être trompés sur les réglages du samedi, ce qui n'aurait pas pu être modifié pour le dimanche. Il y a eu des déclats de Fred Vasseur qui ont quand même rassuré. J'attends de voir ce que va donner ce week-end. Je suis pas en train de vous dire que ça va aller mieux, je pense juste qu'on n'a pas tout vu.
Voilà. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'ils sont sous pression. Là, zéro doute. Faudra délivrer au niveau de l'exécution, faudra pas faire d'erreur, et il faudra mieux communiquer. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, et je pense qu'on pourrait être surpris. Vous pensez qu'ils sont vraiment à leur place, les rouges, là? Sous pression aussi, évidemment, les rookies. Pour ça et ça. Ah non, merde, lui il a 22 saisons à F1 en fait. Pardon, mais là j'avais pas le choix. Ça me fait mal pour Fernando, mais entre ces déclats de la veille où il dit qu'il a un avantage sur les rookies sous la pluie et lui qui se crache avec eux, malgré tout le respect que je lui dois, je suis obligé quoi. À son niveau c'est interdit. Donc les rookies seront sous pression en Chine. Parce que la météo ira dans leur sens, on en parle en fin de vidéo, et parce que le Joker a sauté quoi. Alors je le répète, pour moi rien d'anormal à les voir sortir comme ça en Australie. C'est un circuit compliqué, les conditions étaient terribles, pas de soucis. Et bon, faut quand même regarder ça profil par profil. Berman finit la course, mais il crache la voiture 2 fois en essai. Lui, il a plus le droit de faire ça. Hein. C'est inadmissible pour une équipe comme Haas qui est en plus dans le dur niveau perf. Lawson, on lui passe aussi. Hein. Il a un début de saison où le gars ne roule pas et il sort sous la pluie aussi. Douane, faut qu'il fasse gaffe parce que clairement ça va pas l'avoir aidé. Vous savez pourquoi, je vous le répète depuis un moment. Bortoletto, ça va en vrai. On le sent serein, il fait un bon week-end en Australie avant son accident. Disons que je suis pas inquiet pour lui. Et Isaac, bah, c'est un peu la même chose. Pour lui, ce qui est dur, c'est qu'il crache au premier virage en vrai. C'est dur pour la tête, mais quand tu vois que tout le monde sort, y compris Sainz et Alonso, ça va. Hein. Sur la Chine, pour lui, l'objectif, c'est de garder la confiance qu'il avait sur les essais et la qualif à Melbourne et transformer ça en une course solide le dimanche. Alors c'est sûr que les commentaires très intelligents de Monsieur Marco ne vont pas l'avoir aidé. Hein. Pour rappel, il a qualifié le moment où Isaac était sonné et dans le mal de spectacle de larmes et a dit que c'était gênant. Super. À quel moment les émotions ne font pas partie du sport en fait? À quel moment le fait que le mec se sorte et ait à ce point les nerfs ne montre pas l'étendue de sa motivation et de son engagement? J'ai trouvé ces commentaires complètement. C'était sa première course dans des conditions terribles. Je pense qu'on peut essayer de comprendre et être un peu moins dans ce genre de réflexion. Après, je suis pas hyper étonné. D'ailleurs, Christian Horner va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Bref, il faudra suivre les rookies avec attention. Bon, mais je suis pas passé loin. À ça de voir Antonelli sur le podium et de tous vous calmer en commentaire. À ça, je retente ce week-end. Le partenaire de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, tu connais l'offre spéciale. Tu cliques sur le lien, tu fais ton premier dépôt, et c'est là que la régalade arrive. Ce dépôt sera instantanément doublé en pari gratuit, et Winamax t'offre 10 € en plus en cash. Donc par exemple, si tu déposes 20 €, tu auras 40 balles en pari gratuit plus 10 € offerts par Winamax, ce qui fait 50 € pour parier. Sur la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Le dépôt, c'est 15 € minimum par carte de crédit. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne, donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et ce week-end, j'ai envie d'aller sur un mec qui a pris un coup de pression en Australie. Une charge qui a une valeur, 23 points très exactement. Et oui, à Shanghai, un pilote va nous éblouir, refaire une partie de son retard et nous montrer qu'il va jouer le titre de champion du monde. Regardez-moi bien, en Chine, c'est Oscar Piastri qui va s'imposer. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les cotes, c'est comment? Alors, pour la gagne, c'est assez indécis en vrai. Les cotes sont assez hautes, mais bon, vous imaginez le trio qui est devant. Notez bien que Charles et Lewis inspirent assez peu confiance au bookmaker. Côté podium, par contre, c'est peut-être là qu'il y a un truc à jouer, avec Russell et les deux Ferrari en embuscade. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux, c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Shanghai 2018. Un Grand Prix dont on se souviendra et qui perso a une petite résonance, puisque j'y étais. Et parce que j'aime bien Daniel Ricciardo aussi, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Les Ferrari sont en première ligne. Sébastien Vettel en pole position, suivi de Kimi Raikkonen. Derrière eux, les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo complètent le top 6. Le départ est donné. Vettel conserve la tête, mais Raikkonen se fait dépasser par Bottas et Verstappen. Hamilton est 5ème, Ricciardo 6ème. Les premiers tours sont intenses. Vettel mène la course et Bottas reste en embuscade. Derrière, les Red Bull sont à l'affût. Premier coup de théâtre au 20ème tour. Bottas réussit un undercut sur Vettel lors des arrêts au stand et prend la tête de la course. Vettel se retrouve 2ème, suivi de Raikkonen, Hamilton et les deux Red Bull. Au 30ème tour, accrochage entre les deux Toro Rosso de Pierre Gasly et Brandon Hartley. Des débris sur la piste provoquent la sortie de la voiture de sécurité. Les Red Bull profitent de la safety car pour chausser des pneus tendres neufs. Stratégie audacieuse qui va s'avérer payante. À la relance, les Red Bull sont déchaînés. Ricciardo et Verstappen remontent rapidement sur leurs concurrents. C'est la grande époque où il y avait deux pilotes très solides dans cette voiture. Ricciardo enchaîne les dépassements spectaculaires. Il dépasse successivement Raikkonen, Hamilton et Vettel. Verstappen tente une manœuvre audacieuse sur Vettel, mais les deux pilotes s'accrochent et partent en tête à queue. Verstappen prend une pénalité de 10 secondes. Celle-là, elle était bien méritée. Vous ne rêvez pas, vous venez bien de voir Max Verstappen faire un dive bomb à la Nicolas Latifi. En fait, on est encore sur l'époque où Max est un peu vert, disons, où il fait des trucs de ce style et menace de mettre des coups de tête en conférence de presse. Bref. Ricciardo, en pleine confiance, dépasse Bottas au 45e tour et prend la tête de la course. À mon sens, l'un des plus beaux dépassements de sa carrière. Il ne quittera plus le lead de cette course jusqu'à l'arrivée. Daniel Ricciardo remporte une victoire magistrale en Chine, sa 6ème en carrière. Bottas et Raikkonen complètent le podium, Hamilton termine 4ème, suivi de Verstappen, pénalisé. Vettel, victime de l'accrochage avec Verstappen, finit 8ème.
Voilà les gars, c'était le Grand Prix de Chine 2018. J'aurais pu en choisir d'autres, hein, évidemment. Et bon, j'avoue que sur celui-là, j'étais à Shanghai. La course était vraiment cool. Donc voilà. C'était un moment où Daniel Ricciardo brillait. Et voilà, c'était un bon souvenir, quoi. Vous l'aviez maté, ce Grand Prix? Alors, ce circuit de Shanghai. Sa première apparition à F1 a eu lieu en 2004. On a pu y voir des courses sympas. 2018 en était une, par exemple. Le circuit est assez intéressant avec un premier secteur assez ouf, des virages qui mettront DG aux pilotes, et l'une des plus longues lignes droites de la saison. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit de Shanghai. Ici, les pilotes auront le DRS et ils pourront donc dépasser. Au premier virage, on plonge tout de suite à droite tout en rétrogradant progressivement en allant sur le 2. On remonte sur les gaz dans le 2 au niveau du virage avant de remettre un coup de frein sur le 3. A noter qu'à la sortie de l'escargot, la traction sera hyper importante pour bien finir le secteur 1. Petite pleine charge ici, puis gros freinage à l'épingle du numéro 6 où certains pourront dépasser s'ils ont un avantage pneumatique. On repart le plus tôt possible sur les gaz, on passe le 7 à fond, il faudra lâcher 3 vitesses sur le 8, puis monter sur les freins sur le 9 qui se négociera à moyenne vitesse. A partir de là, c'est à fond jusqu'au 11 et cette nouvelle courbe dans laquelle il faudra garder le max de vitesse pour pouvoir doubler dans la ligne droite. Ici, évidemment, les pilotes auront le DRS, je vous l'ai dit, c'est l'une des plus longues de la saison. Au 14, il y a un énorme freinage où on va tomber en 2, ça repart sur les gaz le plus vite possible ici aussi. Dans le dernier virage, il faudra perdre un peu de vitesse pour ne pas sortir large à droite, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce week-end. Vendredi, il fera beau et frais avec un tout petit peu de vent. Samedi, il fera beau aussi, toujours pas hyper chaud et un peu plus de vent. Et dimanche, ce sera nuageux toujours avec des petites rafales et 24 degrés. Le programme du Grand Prix de Chine. Vendredi à 4h30, on aura les essais et à 8h30 la qualif du sprint. Samedi à 4h, on aura le sprint et à 8h les qualifs. Et dimanche à 8h, le Grand Prix. Pour ma part, je serai en live pour la qualif du sprint, les qualifs et le GP sur Twitch. Et samedi après-midi, je serai sur le plateau de pole position comme d'habitude. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!